Coucou, on se retrouve enfin pour la vidéo numéro 1 de la rentrée littéraire 2024. C'est parti, on y va! Vous l'aurez compris, je vais faire au moins 2 vidéos rentrée littéraire parce que j'ai lu beaucoup de livres de la rentrée littéraire, j'en ai beaucoup reçu en service de presse. Rien que pour août, j'en ai 8 à vous présenter et je crois que septembre, il y en a plus. Donc si je fais tout d'un coup, j'ai pas tout lu encore. Donc ça va trop traîner, déjà ça traîne un peu trop, j'aurais aimé sortir cette vidéo mi-septembre, j'ai 15 jours de retard donc ça m'embête. Donc voilà, on va scinder ça en deux, on va parler de la rentrée littéraire d'août en SFFF, en tout cas, principalement, pas exclusivement, mais principalement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses différentes, je vais être concise, voilà, je vais vous reparler de tout ça parce que c'est un format concis, parce que je sais que certaines personnes ne regardent pas les vlogs, mais peuvent regarder ce genre de format, et c'est des livres dont je veux parler, donc voilà, mais je vais essayer de faire ça de manière concise, et vous remettre en barre d'infos les vlogs où je développe. Si jamais vous avez envie d'avoir un point de vue développé au fil de la lecture et à chaud, vous aurez les vlogs en barre d'infos. Et puis de toute façon, sachez que dans les vlogs, je mets les timecodes. Je crois qu'il n'y a que sur le dernier où je ne l'ai pas encore fait, mais ça va arriver. Donc vous pouvez aller directement au passage qui vous intéresse en fait grâce au timecode. Donc n'hésitez pas à utiliser ces outils que je mets à votre disposition. On va pas plus traîner parce que 8 livres c'est beaucoup et que je veux pas que ça dure 1000 ans parce que c'est pas du tout l'objectif. Donc on va attaquer avec le premier livre de la rentrée littéraire d'août. Le 14 août est sorti Nous serons l'incendie de Jeanne-Mariem Corrèze que j'ai reçu en service de presse de la part des Moutons Électriques, maison d'édition, et je fais une petite parenthèse, alors j'ai dit que j'allais pas traîner mais c'est important, les Moutons Électriques sont en difficulté d'un point de vue financier. Vous savez que plus ça va et plus les maisons d'édition indépendantes et engagés souffrent parce qu'il y a des très grosses maisons d'édition qui monopolisent une très grosse part du marché et qu'il y a de multiples facteurs à la difficulté qu'éprouvent les petites maisons d'édition, mais souvent c'est aussi, ils proposent soit des publications un peu à risque, donc voilà, en publiant des gens qui sont pas forcément connus, des textes engagés, des textes niches, et donc je pense que vraiment c'est important de soutenir ces maisons d'édition là. Si vous aimez les Moutons Électriques, si vous avez envie de soutenir une maison d'édition qui propose de très belles choses, un travail très qualitatif et qui est quand même une maison d'édition assez importante dans le paysage de la littérature francophone, de l'imaginaire, n'hésitez pas à les soutenir. Vous pouvez donner des sous, mais vous pouvez aussi juste acheter des livres, évidemment, acheter des livres neufs chez eux, c'est aussi une façon de les soutenir, bien entendu. Vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens, repartager sur Instagram, sur les réseaux sociaux, faire tourner, enfin voilà, utilisez toutes les armes à votre disposition pour essayer de soutenir cette maison d'édition et toutes les maisons d'édition indépendantes françaises de manière générale. Bref, Nous serons l'incendie, pour moi, alors je sais que c'est pas vendu comme ça, mais pour moi, c'est une suite presque direct, je trouve, il y a une ellipse temporelle, mais quasiment directe, du Chant des Cavalières, donc de Jeanne-Mariem Corrèze. J'ai beaucoup aimé Nous serons l'incendie. L'univers général, pour pas vous spoiler non plus ni l'un ni l'autre, en gros on est dans une espèce de matriarchie, donc il y a je crois 4 sorte d'abbaye où on a une matriarche, on a sa seconde, je sais plus les titres s'il y en a, et après on a plein de jeunes femmes, de jeunes filles qui voilà, sont plus ou moins apprenties, enfin à différents stades, et en fait ce sont des femmes guerrières. Et donc quand elles arrivent à l'âge adulte, elles s'attachent à ce qu'on appelle un dragon qui s'approche plutôt d'un espèce d'oiseau gigantesque qui crache du feu, mais c'était génial, moi j'ai adoré ça justement, le détournement du terme dragon, je trouve ça génial. Bref, et donc tout l'enjeu du 1, c'est de suivre le personnage de Sophie, qui est une très jeune fille qui va se retrouver un peu propulsée à être l'apprentie de la matriarche qui n'a pas grand intérêt pour elle, et donc on va le suivre à la fois dans ses questionnements individuels et vers quoi on va la pousser pour faire d'elle ce qu'on veut. Donc il y a vraiment un questionnement autour de ça, et en même temps il y a tout un enjeu politique et de complot politique beaucoup plus important. J'avais beaucoup aimé, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais moi j'avais trouvé ça très bon, j'aime beaucoup l'écriture de Jeanne-Mariem Corrèze. Dans tous les cas, si vous avez lu Le Chant des Cavalières et que vous étiez dubitative, sachez que Nous serons l'incendie est, je trouve, plus accessible en termes de plumes, c'est peut-être un petit peu moins alambiqué on va dire, et c'est un peu plus rythmé et linéaire. Moi c'est pas quelque chose qui m'avait dérangé dans Le Chant des Cavalières, mais voilà, je vous le dis quand même. Et donc on est dans la suite, on est dans l'après.
Petit aparté, je voulais quand même vous redire que vous pouvez parfaitement lire Nous serons l'incendie sans lire Le Chant des Cavalières si Le Chant des Cavalières ne vous fait pas envie. C'est suffisamment bien fait pour qu'on sache de quoi on parle. Les événements sont relativement résumés et ça peut se lire tout seul, en dehors du Chant des Cavalières. Si vous avez lu Le Chant des Cavalières, vous voyez comment ça se termine. Et tout ce qui vous avait frustré et où vous ne compreniez pas pourquoi ça se terminait comme ça, dans Nous serons l'incendie, vous aurez des réponses. Et c'est pour ça que pour moi c'est une suite, parce que la fin du Chant des Cavalières, c'est une fin sans en être une. C'est tellement ouvert que ça appelle à une suite qui est pour moi Nous serons l'incendie. Si vous aimez la fantaisie un peu épique avec vraiment des choses très engagées, on a des personnages queer, on a une femme trans qui est vraiment totalement acceptée en tant que femme et c'est génial, où on parle de mille et une choses, de colonialisme, en même temps il y a de la magie, il y a des personnages assez gris, ça regroupe tout ce qu'on peut aimer en fantaisie adulte et pour moi c'est très réussi, donc je ne peux que vous inviter à découvrir Jeanne Marième Corrèze et cette espèce de saga qui n'en est a priori pas une. Le 21 août sortait Girlfriend on Mars de Deborah Willis chez Rivage, c'est de la SF. Pareil, je l'ai reçu en service de presse, je vous ai fait gagner des exemplaires sur Instagram et c'était mon coup de cœur du mois d'août. Vraiment, j'ai adoré ce bouquin, je l'ai trouvé excellent. Girlfriend on Mars, c'est de la SF, un peu d'anticipation. On peut pas dire vraiment autre chose parce que c'est pas franchement du post-apo, on est plus ou moins dans notre situation actuelle à nous, donc c'est de l'anticipation où en gros on suit un couple un peu de loser entre guillemets. Alors ça dépend de vos critères, pour moi pas totalement, mais on n'est pas dans le couple qui a une réussite incroyable, ça veut dire que c'est vraiment le petit couple de trentenaire un peu plan-plan, qui vend un peu de bœufs, qu'ils cultivent eux-mêmes pour vivre, qui ont leur petite routine, leur petit quotidien. Enfin moi c'est pas quelque chose que je trouve nul du tout, donc voilà, mais je vois ce que voulait dire l'autrice en tout cas. Et donc en fait, la jeune femme qui a été une sportive de haut niveau s'ennuie un peu, on va dire, décide de participer, sans le dire à son conjoint, à Mars Now, qui est une émission où il va y avoir une partie sur Terre avec deux candidats, un homme et une femme qui vont être gardés, puis envoyés sur Mars pour installer la terraformation de Mars, on pourrait dire en quelque sorte. Et donc elle va participer à ça, et avec tout ce que ça peut impliquer, donc on va être en double point de vue, on va suivre le point de vue de Kevin, le conjoint délaissé, et le point de vue et j'ai totalement oublié son prénom, pourquoi Kevin m'est resté mais pas elle, je ne sais pas, de la jeune femme et de tout ce qu'elle va traverser à travers ses épreuves. J'ai trouvé que c'était très bon tout au long du bouquin parce que c'est assez corrosif, je pense qu'on peut dire. Ça, vous voyez, ça laisse ce petit goût aigre dans la gorge parce qu'on dénonce l'hypocrisie du capitalisme qui se veut écologique, ça dénonce plein de choses. Ça parle beaucoup de capitalisme et d'écologie quand même, mais ça dénonce plein de choses de manière générale. Aussi, la vie des gens en fait, comment on peut se retrouver enfermé dans une vie qui ne nous convient pas, où on ne s'épanouit pas, et comment on peut aussi idéaliser d'autres choix de vie et l'herbe est plus verte ailleurs, vous voyez. Donc ça parle de plein de choses et ça le fait avec quand même quelque chose d'assez acéré, d'assez incisif, qui est parfois un peu douloureux, qui appuie un peu là où ça fait mal. Ça va appuyer sur des points peut-être qui vont vous concerner, sur votre vie, sur parfois les petites hypocrisies qu'on a tous et toutes parce qu'on voudrait bien faire en termes d'écologie mais qu'on ne peut pas être parfait dans une société qui ne l'est pas évidemment. Et c'était très bon et c'était prenant parce qu'il y avait le point de vue de Kevin qui était dans l'observation de je sais plus comment elle s'appelle encore une fois, qui elle fait l'émission, et on avait le point de vue de cette jeune femme, et avec le décalage entre ce qu'on voit à la télé, parce que je vous ai dit que c'était une émission de télé-réalité, non je vous l'ai pas dit, mais bref c'est tourné sous forme d'émission de télé-réalité, donc ce que elle vit et ce qui est concrètement et ce qu'on voit à la télé et comment c'est monté et les interviews, enfin voilà, c'était génial à tous ces points de vue là. Pour moi c'est hyper réussi, c'est prenant, c'est haletant, ça se lit bien, ça dénonce mille et une choses de manière à la fois drôle, à la fois parfois un peu tragique, dramatique aussi, mais alors la fin, c'est ce qui a levé up le bouquin incroyablement, parce que c'est une des pires fins que j'ai lues de ma vie. C'est sombre, c'est noir, c'est triste, c'est tragique, ça va vous... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a serré l'estomac, j'étais pas bien, j'étais angoissée pour les personnages et ce qui se passait, et c'est hyper intelligent. Et c'est, en fait, si vous voulez, tout le bouquin vous amène à cette fin de manière logique, mais c'est quand même surprenant parce qu'on s'attend pas à ce que l'autrice ose, vu la manière dont tout le reste a été écrit, qui est quand même assez léger malgré tout, bien que, mais assez léger malgré tout, vous attendez pas à une fin comme ça, aussi sombre en fait. Et en même temps, tout ce qui se passe est logique et ça pouvait pas se passer autrement, ça ne pouvait pas se terminer autrement. C'était
génial, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, c'était excellent, c'était intelligent, c'est une pépite pour moi, c'est un premier roman, c'est incroyable, j'ai adoré. Lisez, lisez vraiment. Et sachez que si vous êtes un peu frileux par rapport à la SF, la partie espace, c'est vraiment 3 fois rien en fait, c'est presque anecdotique. On est vraiment sur quelque chose qui parle d'humain, de politique, de capitalisme, enfin c'est plus engagé dans ce sens-là et que dans l'espace et dans le côté scientifique qui existe très très peu. Le même jour sortait Conjuration de Bleuhen Guillou, qui est de la fantasy romantique, young adult, rien à voir. Vous voyez, on a fait les grands écarts en termes de genre, si, de genre un petit peu quand même, voilà, mais d'âge, voilà, de public cible. Conjuration, j'ai adoré Conjuration, bien que j'ai eu un petit 10% à m'y mettre. 10-15% parce que la plume de Bleuhen Guillou a quelque chose de très factuel, d'assez froide et distante, et en fait ça fonctionne très bien parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les personnages que l'on suit sont tellement dans l'émotion constante et dans les sentiments et dans les écarts hyper violents, que ce soit la haine la plus pure à l'amour le plus incroyable, la colère, enfin voilà, que finalement cette plume qui est assez froide et distante fait un mélange qui fonctionne très bien avec les passions, l'hubris de ses protagonistes. L'histoire en gros c'est qu'on suit une jeune femme qui est une otage de l'Empire, ça veut dire que quand elle était petite, l'Empire a attaqué son royaume, a tué son père, après un gouvernant à la tête du royaume, voilà c'est la colonisation, un basique Empire romain, et elle a été gardée comme otage au château, voilà comme ça se faisait à l'époque de manière très courante, et elle était très bien traitée, aussi bien traitée que ce qu'on peut s'imaginer d'une otage qui est une princesse, mais en fait ce qui se passe c'est que, au-delà de ses traumatismes personnels évidemment, la fille de l'empereur qui est destinée à devenir impératrice puisque c'est la première née, la déteste et la torture, elle lui fait du mal depuis qu'elle est toute petite, donc il y a cette haine entre elles qui s'installe, et l'amour amitié qui se crée avec le frère d'Agrippine, donc la future impératrice qui est le cadet, donc on est vraiment dans la volonté de Livia, l'otage, de se venger de ce qu'elle a vécu, de ce que son peuple a vécu, et en même temps sa construction de personnage qui n'a finalement bientôt presque que connu cette vie dans l'Empire. Et il y a vraiment ce côté politique, ce côté personnage très sombre, très gris, très nuancé. Il y a un vrai travail sur les émotions, comme je disais, l'amour, la haine et tout, ça fonctionne super bien. C'est très bien écrit et franchement, c'est de la très très bonne littérature young adult parce que ça ne tombe pas, je trouve, dans les clichés du public cible, c'est-à-dire des personnages trop stéréotypés, pas du tout, des relations stéréotypées, pas du tout. Et l'autrice n'hésite pas à faire souffrir ses personnages, voire à les éliminer et à vous mettre dans une situation d'inquiétude profonde. C'était génial. Franchement, c'était très chouette. C'était une très bonne lecture. J'ai été très agréablement surprise. Je n'en attendais pas autant et c'était très très bon, à tel point que je pense que je vais m'acheter le tome 1. Je crois que c'est une duologie, donc le tome 2 sortira en 2025 sûrement, mais je vais me prendre le tome 1. Comme ça, je l'aurai parce que j'ai beaucoup aimé. Le lendemain, le 22 août, sortait Les Beaux et les Élus de Niveau, qui est une espèce de réécriture fantastique de Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. C'était une lecture qui a été qui m'a peut-être un peu réconciliée avec Gatsby. En gros, on suit le point de vue ici de Jordan, qui, dans l'ouvrage de Niveau, est une femme qui a été adoptée, enfin quand elle était enfant, du Vietnam. J'ai un doute. Je ne sais plus. Et donc elle a été adoptée toute petite, elle a été ramenée aux États-Unis par sa mère adoptive qui est morte et c'est sa tante, je crois, ou sa grand-mère ou sa tante, bref, qui s'occupe d'elle. Et donc ensuite Jordan, dans cette vie de riche, dans cette vie de richesse, dans cette vie de futilité, et en même temps c'est très intéressant parce qu'on suit tout ce qu'on connaît de Gatsby le Magnifique, toute l'histoire avec Daisy, avec Nick, avec Gatsby évidemment, avec Tom, le mari de Daisy. Mais en même temps, il y a toute une dimension fantastique qui pour moi était chouette et réussie autour d'une magie de papier que j'ai trouvée assez originale, peu développée mais intéressante, qui apportait quelque chose. Et en fait, j'ai trouvé que ça rendait mieux, enfin je sais pas comment vous dire parce que c'est un peu compliqué de dire ça, mais j'étais plus dans l'ambiance avec Niveau que dans Gatsby où je trouvais que ça faisait un peu enfin moi j'ai pas aimé Gatsby donc c'est compliqué, mais bref, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé Les Beaux et les Élus et j'ai beaucoup aimé aussi parce que c'est engagé, parce que l'autrice aborde des thématiques comme le racisme, comme le classisme, enfin voilà, elle aborde plein de choses et aussi avec ces métaphores autour de cette magie de papier que je trouve très intéressante. Pour moi c'était très chouette, il y avait tout un aspect onirique, métaphorique qui était très réussi, très engagé et que je ne peux que vous inviter à découvrir. C'est que vous ayez aimé Gatsby ou pas, moi j'ai pas aimé Gatsby et j'ai adoré ce bouquin.
En revanche, je vous recommande de l'avoir lu ou vu avant, ou si vous n'avez pas envie de lire ou de voir Gatsby, lisez un résumé spoilant, de manière à avoir les grands événements pensés par Fitzgerald pour comprendre à quoi fait référence Niveau. Mais vous n'êtes pas obligé de lire le bouquin, même s'il n'est pas très long, ou de voir le film si ça vous fait suer. Lisez un résumé spoilant, ça sera suffisant. Moi, mes souvenirs étaient assez lointains et j'ai raccroché les wagons, donc voilà. Toujours le 22 août, sortait 11% de Maren Uthaug, que j'ai lu avec Emmeline. Là, on est dans de la SF post-apo dystopique, où les femmes ont pris le pouvoir et elles ne gardent que 11% d'hommes très triés de manière très pointue, on ne garde pas n'importe quel homme, pour la reproduction et pour le plaisir des femmes. Et donc c'est une dystopie qui évidemment a plein de propos assez engagés. On va suivre 4 points de vue, je crois, si je dis pas de bêtises. On suit des points de vue très différents. Une femme qui est plutôt une espèce de sorcière, une femme qui est plutôt une prêtresse du nouveau catholicisme. On va suivre une doctoresse et on va suivre un personnage qui, on sait pas trop grand chose d'elle. Elle est un peu nonne, c'est un peu particulier. Et en fait, ces 4 points de vue vont tourner autour d'un personnage qui est un petit garçon qu'on découvre très rapidement dans le bouquin, hein, dès le tout début, qui vit avec l'espèce de sorcière nonne bizarre et la 4e. Donc c'est un livre que j'ai aimé parce que j'ai trouvé que ça parlait de choses intéressantes. J'ai trouvé que c'était réussi en fait dans l'ambiance aussi parce qu'il y a quelque chose d'un peu glauque, d'un peu poisseux, mais en même temps il y a des raisonnements et des thématiques derrière, c'est-à-dire que l'ambiance et le fond fonctionnent bien, sont plutôt réussis. En fait, finalement, le seul défaut que j'éprouve avec ce livre, mais qui est un défaut en fonction de votre point de vue, c'est que moi, et je l'ai déjà dit et je le redis, quand je lis de la dystopie féministe, entre guillemets, avec une matriarchie, je n'ai pas envie de m'entendre dire que les hommes sont importants, qu'il faut leur laisser une place. En fait, il y a tellement de place pour les hommes au quotidien, dans notre société et même dans la littérature, que quand je lis ce genre de bouquin, évidemment que j'ai envie que les femmes disent « on n'a pas besoin d'eux, on se démerde, on fait de la gynogenèse et allez vous faire voir ». Mais après voilà, je comprends le propos et évidemment que l'objectif c'est de parler d'égalité et c'est de créer une espèce de négatif, ça veut dire montrer comment sont traités les hommes, choquer les gens parce que ça paraît toujours plus absurde quand on traite mal un homme qu'une femme et dire bah voilà c'est un peu ce que subissent les femmes et il faudrait peut-être l'égalité en fait. Mais bon voilà, après c'est moi, mais c'est vrai que quand je lis ce genre de bouquin j'ai envie de pouvoir m'évader plus peut-être. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait des problématiques, hein, loin de là. Mais il aurait pu y avoir 1000 autres problématiques tout aussi intéressantes sans que ça rentre dans l'importance des hommes parce qu'on en a besoin pour le plaisir, parce qu'on en a besoin... Enfin, vous voyez, c'est un peu ça qui me dérange. Mais en même temps, c'était un très bon bouquin et je vous invite à le découvrir. Il y a des trigger warnings. Allez voir le vlog parce que là, comme ça me revient plus. Mais il y a des trigger warnings. Je vous remets le vlog en barre d'infos, là où j'en ai parlé de manière très développée si ça vous intéresse, mais c'est une lecture que j'ai aimée, même si j'ai déploré ce côté peut-être trop terre à terre finalement de cette dystopie. Le même jour, et toujours chez Gallmeister, sortait Les Égarés d'Ayana Matisse, qui pour le coup est de la littérature plutôt comment on peut dire, contemporaine. Ça se passe aux États-Unis dans les années 80 je crois, et on suit une femme et son enfant. Cette femme se sauve de chez son mari parce qu'il a été violent et elle prend son enfant qui n'est pas l'enfant de son mari, qui est l'enfant d'une précédente union, et elle prend son enfant et ils partent et ils se retrouvent dans une espèce de centre un peu d'urgence et donc on va suivre en fait le destin de ces deux personnages, donc de cette mère et de son enfant qui évidemment sont liés dans une certaine mesure mais aussi qui divergent par d'autres aspects. C'est un bouquin qui est très touchant, qui était très réussi, ça va parler de pas mal de choses, ça va parler de relations d'emprise, de relations toxiques, ça va parler de comment ça s'appelle, le truc à dérive sectaire, pas tout à fait une secte, mais vous voyez, bon, c'est pas, ça pue un peu. Ça va parler aussi du rapport parent-enfant, de l'amour des parents pour les enfants et des enfants pour les parents, mais de comment, parfois, ça foire aussi quelque part. Ça parle d'enfants et de relations d'enfants au monde, aux autres adultes, à l'école. Voilà, c'est un texte qui parle de tout et de rien, j'ai envie de vous dire, mais qui était touchant, qui était réussi, qui était assez important aussi parce que ça parle de Black Panther, ça parle aussi de choses assez engagées, vous voyez, c'est un récit de vie un peu, et il n'y a pas vraiment de finalité à tout ça, il n'y a pas vraiment
de grande aventure en soi, même s'il se passe quand même des choses, parce que il se passe quand même des choses. Mais vous voyez, c'était chouette. Franchement, j'ai aimé ce texte. J'ai trouvé le petit garçon qui s'appelle Toussaint assez touchant. J'ai trouvé touchant la manière qu'il a de vouloir se raccrocher à ce qu'il a connu, à certaines choses, et à une grand-mère qu'il ne connaît pas du tout parce que sa mère ne l'a jamais emmené chez sa mère à elle, dans ce village un peu hors du temps et de l'espace. Enfin, c'était très chouette. Si vous avez envie de lire un bon livre écrit par une autrice noire qui parle de thématiques notamment de racisme, mais pas que du tout en fait, de vie de manière générale, qui est assez engagée, mais tout en étant dans le traitement de plein de thématiques. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais vous comprenez à peu près où je veux en venir. Les Égarés, c'est un très très bon livre. Ça parle aussi finalement de la société états-unienne des années 60 et peut-être aussi un peu de maintenant, même si moi je la connais pas parce que je n'y suis pas, mais vous voyez de comment on traite les gens, les pauvres, enfin voilà, c'est assez engagé, franchement c'est assez engagé, autant en termes de féminisme que de racisme, que de classisme et de pauvreté, enfin c'est engagé sur plein de points et c'était très chouette. Toujours le même jour, donc le 22 août, est sorti Le Chemin de la Dame de Marie-Noël Pichot, que j'avais reçu de la part de Gulfstream, j'en ai parlé très récemment. Le Chemin de la Dame, c'est l'histoire de trois enfants au début, Lucie et son frère Michel et leur meilleur ami Antoine, qui vivent plein d'aventures ensemble, et donc le prologue s'ouvre sur une de leurs aventures. Ils ont une dizaine d'années je crois. Je vais pas vous dire parce que je trouve que c'est intéressant de le découvrir, moi je savais pas et ça m'a plu de le découvrir, voilà. Et ensuite on va les suivre 10 ans plus tard, ou 7 ans, 8 ans plus tard, enfin bon, ils ont 17 ans quoi, en gros, plus ou moins. Et on va suivre Michel et Antoine qui sont partis sur le front dans la Somme, je pense. J'ai un doute. Belge, bon bref, en tout cas dans le nord de la France, et on va suivre ces deux personnages dans les tranchées, ce qu'ils vivent, et le décès de l'un d'entre eux et le retour de l'autre au village avec une amputation suite à un obus qui a pété. Et donc il rentre au village et donc on va suivre à la fois le destin de ce jeune homme de 17 ans qui est déjà un peu brisé par la vie et traumatisé, la colère que ressent ce jeune homme et les autres jeunes gens de 17 ans d'avoir été sacrifiés au nom du patriotisme, et en fait toute cette hypocrisie, cette injustice qui est une thématique très intéressante dont j'ai peu parlé dans le vlog, mais c'était très intéressant, hein. L'hypocrisie des gens qui vous envoient comme de la chair à canon à 17 ans en disant vous allez devenir des hommes et il faut sauver votre patrie, ça c'était très très chouette. Et ça va aussi développer tout un aspect fantastique autour de la fameuse Dame Verte qui enlèverait les enfants depuis toujours en Bretagne, enfin dans ce coin de la Bretagne, dans ce village, et ça va être l'occasion de parler de mille et une choses, de féminisme, d'avortement, de sororité, de plein de choses. C'était vraiment un très bon bouquin. Très bon bouquin parce que il y a le côté mythe breton que moi j'aime beaucoup avec tout ce décor très particulier. Il y a ce contexte de Première Guerre mondiale très peu traité je trouve en littérature, mais très important et assez fondateur par plein d'aspects de notre société actuelle, notamment l'émancipation des femmes. Voilà. Et il y a tout ce côté féministe où on revient sur l'injustice que vivaient les femmes très très fort il y a 100 ans, il y a seulement 100 ans. Et vraiment c'était engagé, c'était bien écrit, c'était intelligent, c'était prenant. Le côté réaliste et le côté fantastique se mêlent à merveille et dénoncent les mêmes choses de points de vue différents à merveille. J'ai adoré le personnage de la guérisseuse qui est mon personnage préféré. On suit un panel de protagonistes très différents, soit en termes de famille, de ce qu'ils ont vécu, de traumatisme. On va suivre une jeune femme qui a été élevée par un instituteur très conservateur sans sa mère. On va suivre voilà, une femme qui a élevé seule son fils parce qu'elle l'a eu seule entre guillemets, et tout ce que ça peut impliquer dans cette société très bien pensante. Enfin, c'est hyper engagé, c'est hyper intéressant. C'était vraiment une très bonne surprise. J'ai adoré ce bouquin. Voilà, j'ai trouvé ça très très bon, très intelligent, très réussi. Donc n'hésitez pas à le découvrir si ça vous tente. C'est pour moi de la très bonne littérature ado intelligente qui remet des choses en question, qui remet des choses en question aussi par la manière dont est montrée la situation des femmes. Donc c'était très très chouette, voilà. Le 29 août sortait L'éveil du Palazzo de Léo Henry. Pareil, j'en ai très longuement parlé, j'ai adoré, vous le savez peut-être si vous suivez mes vlogs. C'est un tome 2 de la saga Mi-saison, mais c'est un tome un peu compagnon indépendant des propos même de l'auteur, hein. C'est un peu une espèce de pause dans peut-être l'arc principal de cette saga. Ici, on va suivre Lazario, qui est un peu un enfant qui voilà, a grandi dans les quartiers pauvres, qui a une vie pas facile, un maître
une sorte de maître l'a pris sous son aile et l'a éduqué, machin et truc, et ce maître va être arrêté par l'Inquisition verte, je sais plus comment ça s'appelle, et Lazario va tout faire pour le retrouver un autre personnage qui s'appelle Bavardas, qui est a priori un petit peu une sorte de révolutionnaire qui veut se rebeller contre l'ordre établi. C'était une très très bonne lecture parce que on a encore une fois un panel de personnages intéressants avec différents types de personnages, des personnages avec des handicaps, un personnage trans en l'occurrence, des relations a priori homosexuelles, enfin il n'y a pas de relations amoureuses réellement, mais des petites attirances, etc. Enfin des relations un petit peu voilà qui sont finement modelées et bien faites en fait, et des personnages qui sont bien faits, qui sont réussis. Il y a évidemment tout ce questionnement autour de l'insurrection, de la rébellion, de la révolution, de renverser l'ordre établi. Il y a un plot twist à la fin qui était très bien amené, que j'ai pas vu venir. Et surtout, au-delà de tout ça, qui sont que des choses que j'aime, et vous le savez, il y a la plume de Léo Henry, d'une qualité incroyable, vraiment un vocabulaire qui joue entre le pointu, le désuet, le familier, une ambiance pareille qui joue avec ces mêmes choses, hein, ce côté parfois très fantaisie médiévale et parfois plus moderne de manière un petit peu surprenante, mais toujours très subtile et bien amenée. Enfin, c'est vraiment une plume très particulière, Léo Henry, qui fonctionne très bien avec moi, que j'aime beaucoup, et je le redis pour la 1001e fois, ça a un côté Terry Pratchett, effectivement, et par le côté fantasy parodique, par le côté décalé, par plein d'aspects, c'est pas du Terry Pratchett, attention, hein. Je dis pas que c'est pareil, je dis que ça a un petit côté, une petite saveur Terry Pratchett que j'adore, qui fonctionne très bien sur moi. Je ne peux que vous inviter à découvrir cette saga, donc la saga 1000 saisons, qui est de l'adulte, mais sachez que le côté un peu enfantin des couvertures est à mon avis totalement fait à dessein pour deux raisons. Parce que déjà Léo Henry en fait cette saga, c'est des histoires qu'il racontait à ses enfants et il les a construits avec ses enfants, parce que les enfants, quand vous leur racontez une histoire comme ça, ils interagissent, et donc il y a cette construction un petit peu commune qui fait que, et il y a aussi, je trouve, et j'en parlais assez récemment mais je sais plus où, que la plume de Léo Henry, bien qu'on parle de choses adultes, a ce côté un peu qui vous fait retomber en enfance quelque part. Je sais pas comment le décrire et le dire. C'est le côté cosy du truc. C'est une plume et une histoire d'adulte, mais qui arrive à parler à l'enfant qui est en vous quelque part. Je sais pas si c'est clair. Moi, ça me fait ça fonctionne très bien, et même s'il se passe plein de trucs terribles, c'est là que je trouve le côté cosy et doudou dont je parlais peut-être en vlog, c'est que ça parle à l'enfant intérieur de moi, je ne sais pas, ça fonctionne très bien, donc je ne peux que vous inviter à découvrir cette saga, d'autant que c'est publié par une très bonne maison d'édition indépendante francophone, encore une fois française, qui est Le Bélial, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé, si certains vous font envie. Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres? Je l'espère très fort, parce que vous aurez compris que c'était toutes ces lectures étaient très bonnes, alors certaines meilleures que d'autres évidemment, j'ai préféré certaines à d'autres, mais je ne peux que vous inviter à les découvrir en fonction, en plus il y a pour tout le monde, il y a un peu de SF, un peu de fantastique, un peu de fantasy, un peu d'historique, enfin du young adult, de l'adulte, bref, il y a un petit peu de tout pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!